Donc, je commence par, justement, moi, vous présenter essentiellement un cas sur diagnostic. Vous allez voir, ça va être orienté essentiellement sur l'imagerie, bien sûr, des thromboses veineuses. Et bien sûr, parfois, ça peut poser... Pardon, je fais passer mes diapos. Je veux revenir. Là, Khalil, peut-être. Ah, donc, voilà. Donc, j'ai mis quand le diagnostic peut être manqué de justesse, parce que parfois, le diagnostic des thromboses veineuses cérébrales peut ne pas être simple comme tout le temps. Donc, je commence par la vignette clinique, la première vignette clinique. Donc, il s'agit d'une patiente âgée de 33 ans, avec des antécédents de migraine occasionnels, qui s'est plainte de céphalée sévère 10 jours après un accouchement par voie basse, sans complications sous anesthésie péridurale. Alors, cette patiente décrit ces céphalées comme des céphalées rétro-orbitaires, bilatérales, mais prédominant nettement à gauche, irradiant vers l'occiput, d'emblée maximale, aggravée par la toux et l'effort physique, évoluant sur quelques heures, mais se répétant plusieurs fois par jour avec toujours ce caractère d'emblée maximale, associé parfois à des nausées et des vomissements. Elle n'a pas de plainte visuelle associée, ni de faiblesse, ni d'engourdissement, et son examen neurologique est tout à fait normal. Je pense que vous avez des boîtiers, donc je vais poser la première question. Donc, quel type de céphalée présente, parce que bien sûr, il faut aller toujours à partir de la description des céphalées. Pour vous, comme c'est une patiente qui a probablement fait déjà des crises de migraine, est-ce qu'il s'agit d'une crise de migraine, des céphalées liées à la toux, des céphalées liées à l'effort, des céphalées en coup de tonnerre, ce qu'on appelle les thunderclap headache, ou bien est-ce qu'il s'agit de céphalées en coup de poignard, ce qu'on appelle les stabbing headache, ou effectivement l'ancienne appellation céphalées en coup de piolet aussi, on les appelle. Alors, voilà. C'est bon? Alors, oui, donc très bien. Effectivement, quand même, la majorité ont répondu effectivement la bonne réponse. C'est des céphalées en coup de tonnerre. Liées à l'effort, on va voir un petit peu les critères. Voilà, les critères diagnostiques, effectivement, l'aspect essentiel de ces céphalées, c'est vraiment effectivement le fait que c'est des céphalées qui sont d'emblée maximales, c'est-à-dire vraiment rapidement, ils atteignent leur maximum en moins de 1 minute. D'ailleurs, dans la classification, ça je vous ai mis les critères diagnostiques de la classification internationale 2018 des céphalées, et qui, bien sûr, voilà, dans la description justement et dans les critères diagnostiques, c'est des céphalées qui sont d'apparition brutale et qui atteignent leur intensité maximale en moins de 1 minute, qui sont de durée variable. Donc ils durent minimum 5 minutes justement, ils sont un peu étalés sur le temps, ils peuvent durer voilà, même plusieurs heures, et aussi ce caractère répétitif doit amener à un diagnostic particulièrement, des diagnostics particulièrement, ça sera sur la deuxième question. Contrairement, les céphalées en coup de poignard ils peuvent être aussi d'installation brutale, donc on peut parfois poser le problème peut s'opposer, sauf que justement, contrairement aux céphalées en coup de tonnerre, c'est des céphalées de quelques secondes. Souvent, c'est vraiment comme un coup de piolet d'ailleurs. C'est pour ça qu'on les appelle en coup de piolet. C'est un point, c'est très localisé. C'est un point, c'est quelques secondes, 1 seconde, et puis ça disparaît. Donc, c'est ce qu'on appelle les céphalées qui sont dans la plupart des céphalées primaires, contrairement bien sûr aux céphalées au coup de tonnerre, comme on va voir. C'est des céphalées où bien sûr il y a des étiologies secondaires qu'il faut absolument éliminer avant de poser le diagnostic de céphalées en coup de tonnerre qui peuvent être aussi primaires. Oui. Par rapport aux céphalées, bien sûr, ce n'est pas des céphalées liées à la toux, parce que les céphalées liées à la toux, ils sont exclusivement là. Bien sûr, il faut faire attention, ils sont exclusivement déclenchés par la toux, les efforts ou bien par les manœuvres de Valsalva. Donc c'est vraiment spécifique, alors que cette patiente, ces céphalées, c'est aggravé par la toux, et donc d'ailleurs comme les céphalées, même les céphalées migraineuses peuvent être aggravées par la toux et par l'effort éventuellement. La même chose pour l'effort, c'est des céphalées qui sont provoquées systématiquement après un effort physique, et là aussi à chaque fois c'est après l'effort, chose que bien sûr qui n'était pas présente chez cette patiente. Donc on peut dire effectivement
clairement que c'est des céphalées qui répondent à des céphalées en coup de tonnerre. Oui. Donc la deuxième question, justement, quelles sont les étiologies possibles des céphalées en coup de tonnerre? On va faire un peu de céphalées. Oui, 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 plusieurs réponses seront possibles. Et bien sûr, c'est un peu l'analyse des céphalées qui permet après le raisonnement sur l'étiologie. C'est bon? Alors, oui, c'est ça, pas l'hypotension du LCR. Oui, mais en fait, c'est bien, en fait, tout est en vert parce qu'en fait, toutes les étiologies, toutes les réponses sont possibles. Bien sûr, vous connaissez les céphalées en coup de tonnerre, par définition, la première étiologie, c'est l'hémorragie méningée. Le syndrome de vasoconstriction, là aussi, par définition, c'est une céphalée en coup de tonnerre, d'ailleurs, un peu dans la description de la patiente, c'est des céphalées qui peuvent ressembler à de la vasoconstriction parce que c'est des malades qui peuvent faire plusieurs épisodes le même jour ou bien parfois étalés sur plusieurs jours. Les thromboses veineuses cérébrales, bien sûr, peuvent être aussi sous le mode de céphalée en coup de tonnerre, l'hypotension du SCR, bien que, bien sûr, souvent, dans l'hypotension du SCR, c'est des céphalées qui sont en règle posturale. La malade n'avait pas cet aspect-là, mais on peut aussi avoir des céphalées en coup de tonnerre. Et bien sûr, l'apoplexie pituitaire, en fait, c'est l'ischémie d'un macroadénome, ou bien qui va se déclencher, et souvent avec une désuffusion d'ailleurs, les céphalées en coup de tonnerre dans l'hypoplexie apophysaire. C'est probablement par le biais d'une hémorragie, parce que de toute façon, parfois, il y a un saignement, il y a des nécroses sur un macroadénome qui peut donner, bien sûr, des céphalées en coup de tonnerre. Donc, toutes les éventualités, effectivement, étaient possibles. Alors, oui, là, c'est en général. Mais chez la patiente, qu'est-ce que vous privilégiez comme diagnostic? Parce que là, on est dans une situation particulière. Je vous rappelle que c'est une patiente qui installe des céphalées dans le postpartum, après une péridurale. Il n'y a pas de vote. Si. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de vote. Vous l'avez là? Du coup, j'ai... Oh oui, si, il y a le vote. Ah oui, là où qu'est-ce que vous privilégiez? Ça peut être aussi, là aussi, plusieurs. Là, déjà là, il y a... là, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Oui, c'est pas grave. Allez-y. Oui. Ben, en fin de compte, c'est bien. Effectivement, c'est très bien. Donc, effectivement, les bonnes réponses étaient effectivement celles que vous avez. Donc, la salle a vraiment bien répondu. Et effectivement, le seul, c'est un peu l'hémorragie sous-arachnoïdienne, qui n'est pas, parce que dans le postpartum, c'est sûr que quand même, il y a une augmentation quand même de la survenue, mais globale des hémorragies anévrismales, de la rupture d'hémorragie anévrismale, mais ce n'est pas spécifique, on va dire. Alors que les autres, quand même, la vasoconstriction, c'est quand même le contexte du postpartum. La même chose, bien sûr, pour les thromboses cérébrales. L'hypotension du SCR, quand même, vu l'anesthésie, ce n'est pas le postpartum, mais c'est l'anesthésie essentiellement péridurale. Et aussi, l'apoplexie pituitaire, quand elle survient chez les femmes, la grossesse du fait des hémorragies, de la délivrance liée à la grossesse, ils peuvent faire des ischémies au moment au moment de l'accouchement. Donc là aussi, c'est classique, on peut aussi... vous me... Pardon? Oui, non, mais dans le contexte, c'est-à-dire que la probabilité quand même est moins forte parce qu'il fallait, au fait, évoquer les étiologies autour du postpartum. Alors voilà, donc cette malade, bien sûr, on a fait un scanner. Scanner, on peut dire d'emblée, le scanner sans scanner est tout à fait normal. Donc,
On n'a pas fait l'injection, mais on a quand même complété dans le sens d'une thrombophlébite cérébrale par un angioscanner. Et au fait, l'angioscanner, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut interpréter? Est-ce qu'il y a des choses sur l'angioscanner? Le scanner a été fait dans les quelques jours. Hein. Je n'ai pas exactement, mais en tout cas, c'est dans les quelques jours après le début des symptômes. Oui, peut-être tu es en train de voir ça. Oui, mais bon. En tout cas, hein, elle a été interprétée parce qu'on voit très bien les sinus, en fin de compte. Hein. On voit très bien le sinus longitudinal supérieur, on voit les sinus latéraux. C'est vrai que parfois, il faut faire attention, comme on est un peu dans des zones comme ça de coups durs, et d'ailleurs, effectivement, les sténoses, souvent, ils sont au niveau des coups durs, mais je pense que c'est juste un problème de rotation, parce qu'au fait, on ne les voit pas quand on met un peu les coupes en oblique, mais en tout cas, l'angioscanner ne montre pas d'anomalie veineuse. D'ailleurs, ni aussi, parce qu'il fallait aussi demander autre chose sur le scanner, autre que les veines. Que les sinus veineux, qu'est-ce qu'on a évoqué? Bien sûr, le SVCR, pardon. Non, si je peux me permettre un commentaire, on a vu là tout de suite que les structures veineuses étaient ouvertes, elles circulent, donc il n'y a pas de thrombose. Oui. Mais dans les items, vous avez quand même bien insisté sur l'hypotension. Donc dans l'hypotension, ce qu'on a, c'est un élargissement des sinus veineux duraux. Donc c'est ça la question, c'est est-ce qu'ils ne sont pas un peu trop gros ou pas? Et ça, il faut des coupes, alors plutôt en coronale, pour voir la section des sinus, s'ils sont arrondis ou triangulaires. Et il faut bien sûr regarder les artères pour le syndrome de Oui, bien sûr, justement. Donc bien sûr, on va voir l'IRM chez cette patiente. Mais là, on est déjà à l'étape du scanner. Voilà, on peut dire que l'angioveineuse ne montre pas d'anomalie des sinus. D'ailleurs, il y a eu aussi une angio artérielle qui n'a pas montré d'anomalie parce qu'au fait, dans le SVCR, là, on peut avoir des vasoconstrictions, mais là, l'angio était tout à fait normal. Donc, est-ce qu'on peut éliminer? Il y a aussi un autre élément, donc c'est-à-dire, par contre, sur le scanner, on peut dire qu'il n'y a pas d'apoplexie apophysaire parce qu'il n'y a pas d'adénome. La loge hypophysaire était libre. Donc, d'ailleurs, souvent, c'est des macroadénomes. Quand on a des apoplexies hypophysaires, ce n'est pas sur des microadénomes, souvent, c'est sur des macroadénomes et on ne passe pas à côté sur le scanner. Donc, voilà, généralement, sur le scanner, on peut déjà éliminer cette étiologie. Oui, bien sûr, oui. Après, donc, on va faire effectivement l'IRM. Oui. Allez-y. Oui. Non, ça, oui. Non, tu peux avancer parce que ça, c'était un peu pour dire oui. Pour dire quel est c'est ça. Après le scanner, quelles sont les éventualités qui restent parmi celles qu'on a évoquées. Et effectivement, en fin de compte, l'hémorragie sous-arachnoïdienne, de toute façon, on l'avait déjà évoqué cliniquement. Le SVCR. Mais oui. Mais voilà, angio artériel sur le scanner ne montre pas. Voilà. Par contre, effectivement, l'hypotension du LCR, il nous faut par contre l'IRM. Et cette patiente, on a bien sûr fait l'IRM. Oui. Il y a apparemment Fabrice qui dit qu'on peut diagnostiquer sur le... C'est ça que je voulais dire dans ma remarque précédente, c'est qu'il faut savoir, dès l'angioscanner, évoquer l'hypotension en regardant finalement le scanner comme vous allez regarder l'IRM. Et donc, dès ce temps qui va montrer les veines, leur forme, même sur un angioscanner, arrondi sur une section au lieu de triangulaire, est en faveur du diagnostic d'hypotension. Oui, bon à savoir, mais pour moi, c'est le diagnostic quand même que tout le monde connaît, c'est l'hypersignal, la prise de contraste avec l'hypersignal, c'est beaucoup plus l'IRM que le scanner. Donc voilà, avant l'IRM, je vous dis, bien sûr, on a fait, comme c'est une malade qui est venue en urgence, on a fait quand même un bilan. On a fait le ECR et la pression d'ouverture était à 35. L'analyse du ECR montrait quelques globules rouges, 5 globules blancs, une chimie qui est pratiquement normale et un bilan biologique qui est tout à fait normal.
est-ce qu'il y a des éléments, par exemple, qui peuvent aider un peu dans l'orientation par rapport à ce qu'on n'a pas fait sur le plan de l'examen clinique et aussi sur le plan du bilan biologique? Là, c'est juste... pardon? Oui, oui, très bien. Effectivement, l'examen du fond d'œil est très important pour le diagnostic en particulier de la thrombophlébite cérébrale. L'hypotension est éliminée là, il y a même une hypertension. Oui, exactement, exactement. Là, de toute façon, effectivement, donc là, on est en train d'avancer. L'hypothèse, on n'est plus, au contraire, plutôt élevé, hein, plutôt élevé. Pardon? Non, non, non. Non, il n'est pas obèse, non. Effectivement, Dr Motter dit l'examen du fond d'œil, effectivement très important pour nous aider, parce que si c'est une thrombophlébite cérébrale, on va avoir bien sûr d'autant plus qu'il y a déjà une augmentation effectivement de la pression. Oui. Maintenant, avec cette pression d'ouverture, est-ce qu'on ne va pas prendre en considération la sténose des sinus latéraux? Oui, ça peut se discuter, mais effectivement, on n'a pas été pris en considération. Et sur le plan biologique, est-ce qu'il y a des choses, là aussi, dans les éventualités diagnostiques, qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan J'ai tendance à dire dédimère, je ne sais pas, est-ce que ça pourrait... Bon, effectivement, c'est ce qu'on a fait quand même, parce qu'il y a le diagnostic effectivement de thrombose. Je ne sais pas pourquoi je... oui, donc je vous donne, voilà, le fond d'œil, il y avait un œdème papillaire stade 1, bilatéral, des dédimères à 1250. Et justement, un peu la... Oui, alors, justement, comment la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Justement, est-ce que les dédimères, en fin de compte, sont utiles pour le diagnostic des thromboses veineuses cérébrales? C'est-à-dire le fait qu'ils soient positifs, on est quand même orienté? En tout cas, il fallait... sur les recommandations, là, mais j'arrive pas. J'aimerais bien le faire moi-même. Bien sûr que non. En fait, c'est ça un peu la question, parce qu'effectivement, même les dédimères n'ont pas beaucoup d'intérêt dans le diagnostic des thromboses veineuses cérébrales parce qu'on peut avoir des faux positifs. Et en particulier, d'ailleurs, il fallait faire attention chez cette malade. Les dédimères peuvent être augmentés et sont classiquement augmentés pendant la grossesse. Donc, il faut vraiment encore faire plus attention chez la femme enceinte. Et bien sûr, il y a d'autres pathologies qui peuvent entraîner, sans que ça soit vraiment une thrombophlébite cérébrale, d'ailleurs une thrombose veineuse cérébrale ou autre. Les pathologies cardiaques, la l'AVC ischémique, c'est classique d'avoir une augmentation dans la phase aiguë, une chirurgie récente. La même chose, on peut avoir le contraire, c'est-à-dire on peut avoir des faux négatifs sur des vraies thromboses veineuses cérébrales, on peut avoir des dédimères négatifs. En particulier d'ailleurs, il y a plusieurs études qui se sont intéressées à la thrombose veineuse cérébrale quand elle se manifeste par une céphalée isolée, comme un peu justement le cas de notre patiente sans autres symptômes de thrombose veineuse cérébrale. Il faut savoir que, bien sûr, les dédimères peuvent être isolés, peuvent être négatifs quand il y a des céphalées isolées, ou bien même quand la thrombose est très localisée dans une vraie thrombophlébite cérébrale, les dédimères peuvent être négatifs. Donc, en fait, on n'est pas avancé par les dédimères, et les dédimères ne permettent pas. Donc, IRM, oui. Oui. Oui, allez-y. Allez-y. Voilà. Voici son IRM. Donc, on peut dire que, pour avancer rapidement, là aussi, IRM, pas de lésion, là aussi, sur le T2. Oui. Au passage, on voit un peu le sinus. Revenez. On voit les sinus au passage. Le sinus longitudinal, ici, semble être libre. Un peu aussi les sinus latéraux. Allez-y. Sur les T2, la même chose sur les séquences flaires, les sinus longitudinales, les sinus latéraux, hein, il n'y a pas grand-chose, allez-y. L'angio-IRM veineuse en TOF, bien sûr, le TOF veineux et le TOF artériel, pas d'anomalie. Non, je ne vais plus... alors... Oui, allez-y, comme ça. Est-ce qu'on a injecté déjà? Pardon? Est-ce qu'on a injecté? On n'a pas injecté parce qu'on avait déjà. Alors,
Oui, je pense Fabrice. On voit sur la deuxième image de gauche deux anomalies qui sont quasi parallèles en hyposignal T2 étoile. On voit surtout que le sinus sagittal est libre. Et sur ces deux anomalies, on a l'impression qu'il y en a une qui est peut-être tubulaire et l'autre qui remplit peut-être davantage un sillon. Si on voit le sillon devant là, qui se sépare avec le sillon frontal supérieur qui est plein aussi. Donc c'est très évocateur d'une thrombose veineuse corticale isolée, mais avec probablement donc une hémorragie sous l'arête médiane. Exactement. Et ça, voilà, donc vous voyez un petit peu effectivement la supériorité, et c'était un peu ça le message, effectivement. Le diagnostic, c'était une thrombose isolée d'une veine corticale. Il faut savoir que ça existe, que le fait d'avoir des sinus qui sont normaux ne veut pas dire qu'on a éliminé le diagnostic d'une thrombophlébite cérébrale. Et il faut avoir cette séquence. Cette séquence, pour tout ce qui est justement thrombophlébite cérébrale, est excellente et très importante. Et bien sûr, allez-y. Donc bien sûr, ça a été déjà rapporté bien sûr le contexte, le tableau clinique est identique, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de différence par rapport à la clinique classique d'une thrombophlébite cérébrale, sauf que souvent il y a des crises d'épilepsie, comme on est au niveau cortical, souvent il y a de la souffrance corticale, et voilà, y penser devant la négativité des séquences et l'intérêt des susceptibilités. Je pense que j'ai un article rapidement pour vous montrer un peu, c'est exactement les mêmes images, voilà, c'est un bel article qui reprend un petit peu l'enjeu, justement les aspects cliniques et imagerie. Là, ils sont partis jusqu'à l'artériographie cérébrale, mais sachez que l'artériographie cérébrale n'a pratiquement aucun intérêt dans ces cas-là, et souvent c'est cette séquence-là qui permet de poser le diagnostic. Donc on passe, je pense, à la vignette clinique numéro 2. Donc c'est une patiente âgée de 35 ans, donc un peu d'HTA, une HTA modérée, une légère hypercholestérolémie, donc quelques facteurs de risque quand même. Une prise de contraception orale depuis quelques années et qui présente de façon brutale une hémiplégie droite avec aphasie. Donc elle est un peu somnolente, elle a un GCSA 13, elle est aphasique, elle a une hémiparésie droite avec paralysie faciale, un ISA 11, un peu de fièvre subfébrile, et le reste est bien. Et je vous montre, voilà, voici son scanner. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait commenter? C'est ça, Célia, tu Oui, veux oui, oui. Si quelqu'un peut interpréter le scanner. Oui, mais déjà... Là, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de question là tout de suite. Déjà, on peut... effectivement, interpréter. Je vous montre les questions. Alors, il y a un hématome lobaire temporal gauche avec de l'œdème infiltrant en doigt de gant. Alors les sinus sur la séquence C-, ils paraissent normaux, donc il n'y a pas d'aspect spontanément hyperdense. Et donc il y a un effet de masse sur le ventricule homolatéral et un début d'engagement temporal. Oui, donc c'est effectivement l'image d'une... oui, donc là aussi, à l'admission, dès qu'on a admis la patiente, et c'est quelques jours, donc c'est une évolution depuis quelques jours. Fabrice, vous rajoutez quelque chose? Il me pousse à faire des commentaires, je suis désolé, oui. Je ne veux pas tirer la couverture à moi, mais si je peux vous faire passer un message ici, toute lésion hémorragique temporale externe est une thrombose veineuse du sinus sous-jacent. Donc ici, on ne voit pas le sinus sous-jacent, c'est-à-dire c'est la veine de l'abbé qui se draine dans le sinus ou dans la jonction transversique. Donc il faut impérativement regarder. Fallait pas lui donner. Il insiste. Vous me grillez toute ma présentation. Mais c'est pas grave. C'est le raisonnement qui est bien. Effectivement. Déjà là, on va passer parce que, en fait, on aurait pu. C'est un infarcissement hémorragique, mais on aurait pu dire, est-ce que c'est artériel ou veineux? Même l'artériel, est-ce que ce n'est pas une transformation hémorragique d'un AVC ischémique en plus? On n'est pas dans là, c'était un peu aussi ce qu'il valait. Pardon? Oui, allez-y. Oui, ou peut-être autre.
Oui, bien sûr, là, tout le monde est... Mais ouais, bien sûr, bien sûr. Ça peut se discuter, effectivement. Mais en tout cas, nous, au service, on a quand même, voilà, on est resté un peu prudent. Oui, ça fait un farcissement hémorragique, mais voilà, pourquoi pas aussi de l'hématome. Mais c'est vrai que l'hématome, il y a beaucoup d'œdème autour. Voilà, c'est pas un hématome, mais voilà, ça faisait évoquer un peu effectivement, essentiellement un farcissement veineux. Oui. Oui, allez-y. Donc, alors, bien sûr, il faut compléter par une IRM, mais quelle est la principale précision, justement, à demander avant l'interprétation de l'IRM? Dans quel centre l'IRM a été faite? Par quel radiologue elle a été faite? Est-ce que l'IRM est complète? Dans quel délai l'IRM a été faite par rapport au début des symptômes? Est-ce qu'il y a eu une injection de produits de contraste? Pour interpréter l'IRM, non, vous devez... Ça y est. non, pas lui. Non, pas lui. non, mais quand même, non, allez-y. Je veux surtout pas répondre à ces questions. Je vais en poser une moi-même. Pourquoi vous faites une IRM si vous avez le scanner injecté qui vous montre qu'il y a une thrombose veineuse? Oui. Non, mais là, on n'a pas vu la thrombose. Non, il n'est pas injecté. Non, les deux ne sont pas injectés. C'est juste, j'ai agrandi un peu pour montrer les images, mais ils ne sont pas injectés. Mais pour l'interprétation, effectivement, dans le sens d'une thrombophlébite cérébrale, quelle est la première question que vous devez poser? Oui. Effectivement, on a vu un petit peu avec Dr Fikri ce matin. L'interprétation, effectivement, d'une thrombus ou d'une thrombose dépend beaucoup bien sûr, du délai de l'IRM par rapport à et en particulier pour les sinus. Et bien sûr, parce que le signal du thrombus, là, je pense que tout le monde connaît un petit peu ce tableau, que le signal du thrombus est très variable en fonction du délai où l'IRM a été faite. Donc, il faut toujours demander justement les délais et que les aspects classiques qu'on voit, en particulier l'aspect classique de l'hypersignal pathologique sur pratiquement toutes les séquences qui est très orientateur vers une thrombophlébie cérébrale, on le voit en fin de compte qu'un peu dans la phase subaiguë, il ne faut jamais être trop précoce avant le 5e jour et aussi pas trop tard au-delà de 1 mois. Donc, si on est entre 5 jours et pratiquement 5 jours et 1 mois, c'est là où on va voir l'hypersignal typique. Oui, allez-y. Donc, voilà, donc juste pour vous montrer, donc cet hypersignal un peu justement qu'on voit pratiquement sur toutes les séquences là, on est en T1 et T2 qui montrent absence de signal, oui. D'accord, donc peut-être entre... Oui, donc en fait, voilà, l'IRM est effectivement, le temps de l'IRM est très important parce que cet hypersignal, il faut être entre le 5e jour et 1 mois en subaigu pour pouvoir le voir. Donc c'était un peu ça. Juste entre-temps, moi j'ai une question. Comment apparaît le signal normal des sinus dans les séquences T1, T2 et l'échogravure? C'est en hypo. Non, en T1, T2 et flair, le signal normal, c'est un hyposignal. Bien sûr, en écho de gradient, il est un peu en isosignal comme le parenchyme. Donc voilà. Donc effectivement, ici, à la phase d'état, où on a l'hypersignal typique du sinus longitudinal qu'on retrouve ici, alors que quand on est dans une phase très précoce, effectivement, on peut avoir un isosignal ici ou carrément encore un hyposignal en T1, alors que, bien sûr, l'enjeu IRM montre déjà l'absence du sinus longitudinal. Oui, voilà l'IRM. Encéphalique. Donc, je pense que là, je peux aller. Donc, bien sûr, voilà, on voit un petit peu ce que montrait le scanner. Il y a une hémorragie avec... comment vous pouvez interpréter l'ADC? Bien sûr, au niveau de l'hématome, un peu difficile, mais on a l'impression qu'il y a plutôt de l'hyper-ADC
plutôt un hyper-ADC autour des lésions hémorragiques. Oui. Oui. Et voilà, la séquence de susceptibilité qui confirme qu'il y a de l'hémorragie, il y a un hématome et il y a de l'infarcissement autour. Oui. Et donc là, c'était juste, mais je vais passer pour dire, bien sûr, qu'il y a des éléments distinctifs un peu entre le veineux à l'artériel. Vous connaissez bien sûr la principale différence, c'est que bien sûr, on n'est pas dans les territoires. Généralement, on est c'est un peu différent parce que c'est pas un territoire. Dans l'infarcissement veineux, c'est pas un territoire. C'est pas un territoire vasculaire. Déjà, ça, on peut le voir sur le scanner. Que bien sûr, à l'IRM, on a plus justement un œdème de distribution, c'est la même chose de distribution artérielle que justement le gradient. Souvent, même si on peut avoir un infarcissement transformation hémorragique de l'AVC ischémique, la transformation est beaucoup plus fréquente dans les thromboses veineuses cérébrales par rapport aux thromboses artérielles, et que bien sûr, c'est l'angio artériel ou l'angio sur l'IRM, l'angio veineuse sur l'IRM ou sur le scanner qui permet de montrer. Et, pardon, bien sûr, la perfusion, on peut avoir une diminution de la perfusion, c'est pas grave. Alors que dans les thromboses veineuses, il n'y a pas de diminution de la perfusion. Ça, juste pour vous dire que c'est vraiment très différent. Regardez, ça, c'est l'aspect classique de l'hémorragie, de l'accident vasculaire ischémique. Souvent, c'est le noyau lenticulaire qui saigne. Donc, c'est souvent un saignement au niveau du noyau lenticulaire, mais on peut bien sûr avoir un saignement cortical. Allez-y. Un saignement cortical, mais regardez, c'est quand même très localisé. Donc, c'est moins hémorragique qu'un AVC ischémique, même s'il est hémorragique. En général, il est moins hémorragique. Mais on va voir qu'on peut avoir, allez-y, bien sûr, ça c'est un peu la classification pour vous, la classification des transformations hémorragiques des AVC ischémiques, où dans le stade maximal, pH 2, on a carrément un hématome. Donc voilà, la problématique peut se poser quand même. Oui, bien sûr, là c'est la classification en IRM et la classification aussi sur le scanner qui est très important. Voilà l'IRM, le TOF artériel de cette malade. Oui, Sihem. Oui, là aussi c'est un peu... on a l'impression, mais je pense que elle est exactement. Elle n'est pas... voilà, oui, on ne la voit pas, mais probablement parce qu'il y a l'hématome à côté. Donc on passe au TOF veineux aussi qui n'a pas... montrer de toute façon, c'est vrai que c'est de mauvaise qualité, mais on va très bien parce que dans ce cas-là, on aurait été dans une thrombose du sinus latéral, mais voilà, les sinus latéraux, au moins, on les voit très bien. Alors, on va revoir les images, allez-y, si on voit de façon... qui n'est pas injecté là, c'est plus... Là, c'est un TOF veineux, mais voilà. Le sinus longitudinal, mais on voit très bien les sinus latéraux. Alors que si c'était un sinus latéral, c'était pas par rapport à la localisation de l'hématome, ça doit être un sinus latéral. C'est pas le sinus longitudinal. Donc là, si vous voyez, ça, je ne sais pas est-ce que ça sort effectivement. Il y a ici, je ne sais pas est-ce que vous avez vu, il y a une hyperdensité spontanée. À côté de l'hématome, il y a une veine, d'ailleurs qu'on voit très bien ici en hyposignal flair, et sur l'écho de gradient à côté de l'hématome, il y a un petit point ici, qui est quoi? De le thrombus, mais de quoi? Oui. Donc on revient. Donc en fait, c'est pour ça, en fait, le message aussi, et effectivement, il y a une hémorragie, mais il faut quand même voir... même si là aussi c'est un peu le même message que le premier, même si vous ne voyez pas les sinus, ça n'élimine pas une thrombose. Regardez effectivement les veines corticales. Ici c'est un peu le même cas, un cas de la littérature qui montre pratiquement la même chose, une hémorragie, un tout petit point, hein. C'est vraiment, il faut le voir, hein. C'est un tout petit point, un hyposignal,
et qui, bien sûr, traduit. Il y a peut-être la dernière diapositive, voilà, pour vous montrer un petit peu, vraiment, c'est des points. Il y a un hématome et il y a un point qui correspond à un hypersignal sur le T1, hyposignal sur le T2. Et bien sûr, là, ça c'est une belle image qui permet de voir, parfois, on peut les voir, hein, les veines de la baie, la veine de la baie qui est normale, et bien sûr qui n'existe pas ici. D'ailleurs, ici, la veine de la baie, un peu qui s'injecte ici, et alors, à côté, elle est juste à côté du sinus latéral, et qu'on ne voit pas ici. Donc, voilà. Donc, c'est les messages, c'est ça. Donc, je vous ai présenté 2 cas de vraies thrombophlébite cérébrale où on aurait pu passer à côté, parce que, voilà, il faut savoir que ça existe, les corticales isolées, la veine de la baie aussi isolée, ça existe. L'IRM, bien sûr, dans ce cas, est largement supérieur pour le diagnostic. Je n'insisterai jamais assez sur le T2 étoile. C'est dans toute la pathologie, hein, dans toute la pathologie vasculaire actuellement, c'est un temps qui est extrêmement, extrêmement important. Et bien sûr, toujours vérifier la présence d'un signal anormal d'une veine corticale, même si le TOF est tout à fait normal. Et justement, le TOF veineux, souvent, il n'analyse que les sinus. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Le TOF n'analyse que les sinus. Vous ne pouvez pas analyser les veines corticales sur un TOF. Merci beaucoup. Merci, Sabia.